Aujourd'hui, je voudrais évoquer la question des sauces en cuisine. Alors, j'ai intitulé ça l'art des sauces, mais évidemment, c'est des considérations physico-chimiques sur les sauces. Donc voilà la question. Euh, voilà une sauce telle que nous la connaissons en France. C'est une vieille histoire. Il y a toujours eu des sauces. Cette image est une image de 1950 ou un peu après. On voit donc les tournes d'eau bien grillés avec la barre de lard autour, les pommes allumettes, les feuilles de cresson. À côté, le vol au vent, dans lequel d'ailleurs il y a une sauce qui est souvent une sauce mornay ou une sauce blanche. Enfin, il y a plusieurs possibilités, ou une sauce crème. Avec d'ailleurs beaucoup de confusion sur qu'est-ce que c'est qu'une sauce blanche, qu'est-ce que c'est qu'une sauce mornay, qu'est-ce que c'est qu'une sauce crème, quelle est la sauce d'un vol au vent classique. Mais surtout, on va s'intéresser à la partie supérieure, où là, on voit clairement cette sauce béarnaise, donc qui n'est pas une hollandaise, qui est une sauce très particulière. Et d'ailleurs, c'est pas une béarnaise, c'est une béarnaise au beurre, parce que la béarnaise était initialement à l'huile. Enfin voilà, il y a des sauces, et il y en a toujours eu, déjà dans le viandier de Taïwan, un livre de cuisine en français, publié par Guillaume Tirel, qui était maître queux du roi, enfin de plusieurs rois d'ailleurs successifs. Dans ce livre paru au XIVe siècle, il y a déjà, donc par exemple, je prends une page au hasard, un poisson, donc un bar, cuit dans l'eau, dans le sel, et mangé à la sauce verte. La sauce verte, c'était du pain, du persil, du gingembre broyé avec verjus et vinaigre. Voilà, donc il y a toujours eu la sauce, enfin toujours eu, il y a depuis longtemps la sauce, et puis dans certains cas, il y a des sauces intéressantes, par exemple cette vinaigrette, toujours du viandier, ne ressemble absolument pas à cette sauce qu'on appelle vinaigrette aujourd'hui. Vous voyez, on prend du porc, qu'on cuit, on la découpe, on ajoute des oignons, du lard, on fait cuire encore, on ajoute du bouillon, puis donc les épices, gingembre, graines de paradis, un peu de safran, du vinaigre, et on fait tout bouillir ensemble, et ça se lie. Et ça, c'est une caractéristique des sauces classiques françaises, ça se lie, c'est pas un jus, c'est pas une purée, et cette sauce est brune. Alors, le grand génie des sauces, dans le fond, c'est Marie-Antoine Carême. Alors là, je prends une de ses phrases au hasard, parce qu'elle est très très intéressante. C'est une phrase à propos d'une sauce mayonnaise, donc c'est vraiment le début c'est vraiment l'apparition dans les livres de cuisine française de cette sauce mayonnaise, et il dit c'est du frottement répété de la cuillère en bois contre le bord de la terrine que dépendent blancheur et fermeté. Bon, alors voilà le livre, donc l'art de la cuisine française, plusieurs volumes bien évidemment. Voilà Marie-Antoine Carême qui a été jeté par son père à la porte de la maison en disant débrouille-toi, et qui est devenu le cuisinier des empereurs. Alors, les sauces classiques françaises, il y en a environ 451. Enfin, je dis environ 451, c'est un paradoxe, parce que 451 c'est précis, mais environ c'est imprécis. Alors, je ne veux pas rentrer dans ce détail, mais supposons qu'il y en ait 451, et voyez que il est impossible de les connaître toutes par cœur. Enfin, si c'est possible, mais c'est vraiment difficile. Et puis, quand même, que ça mérite d'y faire un peu d'ordre, ce que fait la science régulièrement. Alors, ce qu'a fait aussi la cuisine a considéré des classifications des sauces, puisque l'être humain a besoin de s'y retrouver. Alors on a classé par les sauces liées par émulsion, liées au pain, liées à la farine, liées à l'œuf, liées au sang. Alors c'est bien, pourquoi pas, mais c'était pas la seule classification qui a été faite, elle était un peu arbitraire. Et puis surtout, il y a des questions plus compliquées. Par exemple, qu'est-ce qui se passe quand on lit à la fois à la farine et à l'œuf? Bon, donc on voit bien que la classification est insuffisante. D'autant plus que une sauce, mettons hollandaise ou une crème anglaise, dans le fond, c'est le sucre qui fait la différence, mais faut-il faire une ou deux catégories différentes? Enfin, la microscopie conduit à faire bien mieux, parce que là, on voit ce dont on parle. Et donc on peut le décrire. Alors par exemple, les émulsions sont des dispersions. Alors
d'un liquide dans un autre liquide avec lequel le premier n'est pas miscible. Bon, alors ça a l'air d'être difficile de dire ça, mais en gros, si on disperse de l'huile dans l'eau, on obtient une émulsion, mais à condition évidemment qu'il y ait des molécules qui soient présentes pour aller stabiliser relativement le système. Alors ces molécules, on a longtemps dit que c'était des phospholipides ou les lécithines, ce qui sont le petit bâton rouge avec une tête blanche. En réalité, pour les mayonnaises en particulier, les composés essentiels qui font l'émulsion, ce sont les protéines, donc les espèces de cheveux verts. L'image est fausse parce que ici, les gouttelettes d'huile dans une émulsion, elles ont une taille, mettons, d'un centième de millimètre, approximativement. Mais les protéines, elles sont beaucoup, beaucoup plus petites. Quant aux phospholipides, c'est encore pire. Donc c'est juste un schéma de principe, mais il faut signaler donc que c'est pas du tout l'image qu'on doit représenter. Les mousses, alors les mousses, là donc j'ai pas mis de molécules, le problème se pose pas. Les mousses, c'est donc une dispersion de bulles d'air dans un liquide. Donc on peut parler de mousse aqueuse ou d'oléomousse quand c'est des mousses dans l'huile. Alors les suspensions, ce sont des dispersions de petits solides dans un liquide. Alors voilà une suspension, c'est donc une crème anglaise et c'est l'œuf qui a coagulé. Alors là, il y a beaucoup de petits solides assez tassés les uns contre les autres. C'est pour ça que la sauce prend de l'épaisseur. Alors, pour être plus systématique, la physico-chimie considère la dispersion de gaz, de liquides et de solides dans des gaz, des liquides et des solides. Et voilà les noms qui apparaissent: mousse, émulsion, suspension, etc. Gel, par exemple. Alors, ces noms sont en anglais ici, parce que la science se fait en anglais. Mais même avec ce système, on n'est pas très au clair, parce que voilà une véritable sauce, c'est un velouté. Donc il y a des grains d'amidon gonflés, il y a des gouttelettes d'huile dispersées, c'est les petites formes transparentes qu'on voit, il y a des agrégats protéiques qui ont coagulé, donc on voit bien que c'est plus compliqué que les catégories qu'on vient de montrer. Et c'est pour ça qu'en 2001, j'ai proposé de généraliser le système précédent en introduisant des lettres: G pour gaz, O pour huile, oil en anglais, et W pour eau, water, S pour solide, en prenant la précaution que les physico-chimistes dénomment eau tout aussi bien du jus d'orange que du vin, que du bouillon, que du café, que du thé, etc. Huile, c'est tout corps gras liquide, c'est-à-dire que ça pourrait être aussi bien du foie gras fondu que du chocolat fondu que de l'huile d'olive. Voilà. Donc là, on ne considère pas la question gustative, on considère la structure, disons, physique et chimique des sauces. Et le formalisme se trouve ici. Je ne vais pas y revenir parce que c'est un peu long de l'enseigner, ça prend 2 heures, c'est pas très difficile non plus. Mais avec ça, qu'est-ce qu'on fait? On attribue des formules à des sauces. Par exemple, voilà une mayonnaise au début de sa confection. On voit des gouttelettes d'huile dispersées dans l'eau. Il y a 3 formes noires qui sont des bulles d'air, qui sont sans intérêt. C'est un artefact de préparation microscopique. Et maintenant, on va revenir aux sauces. Alors, on a pris toutes les sauces, les 451, on les a faites au laboratoire, on les a regardées au microscope, et avec ça, on a trouvé que, voilà le résultat, il y a 23 catégories physico-chimiques de sauces seulement. Alors, elles sont classées, les types sont classés par ordre de complexité croissante sur la gauche. Il y a des catégories assez élémentaires qui ne sont pas présentes, donc on peut se demander pourquoi elles ne sont pas présentes. Et puis d'ailleurs, on peut voir la référence en bas à droite. À l'époque, le début du travail, on avait trouvé 14 types physico-chimiques de sauces. En réalité, il nous avait échappé quelques sauces qui ont été ajoutées. Voilà pourquoi il y en a 23. Et là, maintenant, c'est stable. Alors, pourquoi donc simplement 23 types de sauces? Alors, on représente ici le nombre de types de sauces en fonction de l'époque de publication des livres, en quelque sorte, de cuisine. On part de moins 500, c'est-à-dire Apicius, le point bleu. C'est pas une sauce classique française, donc on va pas s'y attarder. En revanche, à partir de 1500, à droite, là, on voit bien que le nombre de types de sauces a augmenté. Et il a augmenté, mais maintenant...
C'est-à-dire, il a augmenté par empirisme, c'est-à-dire que les cuisiniers faisaient des sauces, ils trouvaient un nouveau type, enfin, ils trouvaient rien du tout. Ils faisaient une sauce, ça correspondait à un nouveau type. Mais évidemment, aujourd'hui, maintenant qu'on sait classer les sauces par des formules, on peut produire n'importe quelle formule, et donc le nombre de types de sauces est devenu infini. Bon. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à faire plein de choses, parce que ces sauces sont très compliquées. Pour certaines, pas encore complètement connues. Par exemple, à quoi est due la viscosité dans la sauce difficile que je vous avais montrée précédemment? Est-ce qu'elle est due à l'émulsion? Est-ce qu'elle est due à la dispersion de microgel? Est-ce qu'elle est due à l'agrégation des protéines? Tout ça reste à explorer beaucoup. Donc on n'est pas au bout de l'histoire. On a bien avancé. Les sauces sont maintenant classées. On pourrait faire une histoire comparative des cuisines des différentes cultures en repérant le nombre de types de sauces pour chaque pays, par exemple, et puis se demander comment ça a évolué, pourquoi, comment, etc. Donc il y a plein de choses à faire, et je pense que Hermès, le dieu de la chimie, que vous voyez à droite, n'a pas fini de parler à Bacchus, le dieu du bien manger, que vous voyez à gauche.